Bon, d'abord, je voulais vraiment vous remercier sincèrement et vivement de cette invitation parce que cette journée m'intéresse vraiment. C'est un thème sur lequel je travaille depuis longtemps, depuis même très très longtemps, depuis avant ma thèse, c'est-à-dire il y a très longtemps. Euh, je... Alors, est-ce que je peux partager? Oui, je peux partager. Voilà. C'était simplement pour... Ça va, vous voyez? Parfait. Vous êtes à l'écran. On voit tout à fait le PowerPoint. Je vais essayer quand même de mettre le... Bon, on va le laisser comme ça fait rien. Oui, donc merci, merci vraiment de cette invitation. Je pense que j'ai été invitée notamment à cause effectivement de la publication de ce numéro de la revue Hermès sur les stéréotypes. Donc c'est un numéro qui a été publié en 2019, qui a été coordonné par Vincent Liquette et moi-même, sous la supervision de Bernard Valade, la revue Hermès étant elle-même dirigée par Dominique Volton. À l'époque, en 2018, nous avions estimé qu'il était vraiment fondamental de parler à nouveau des stéréotypes et des représentations sociales dans la littérature scientifique, parce que, comme le disait Gilles Botch, les stéréotypes sont vraiment toujours présents, actifs, et il est vraiment indispensable de ne pas les oublier. On a commencé à travailler sur ce thème pour proposer une problématique qui permette de réinterroger ce concept et de proposer à un ensemble de chercheurs et d'acteurs du monde social d'y réfléchir avec nous. Cet exercice s'était révélé passionnant, complexe, et il nous a permis de dépasser une approche purement descriptive et négative pour proposer des pistes de questionnement qui restent encore ouvertes. Donc, je vais revenir brièvement sur cette expérience en proposant une réflexion autour du stéréotype, d'une part à partir d'un repérage des invariants, d'autre part en identifiant des variations, et puis enfin en proposant quelques dynamiques, de décrire quelques dynamiques pour nous demander dans quelle mesure on peut repenser le stéréotype. Évidemment, je m'appuierai sur des exemples proposés par les auteurs de la revue Hermès, dont Pascal Blanchard, vous faisiez partie. Alors, j'essaierai de m'appuyer sur quelques images et de ne pas trop répéter ce qui a été dit auparavant, parce que j'avais préparé des éléments qui sont les mêmes. Mais la répétition est parfois efficace pour apprendre. Donc, pour commencer, je vais essayer de vous montrer l'image. Oui, pour commencer, un bref retour sur l'origine du mot s'impose. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Walter Lippmann, un journaliste, un essayiste américain qui a popularisé ce mot de stéréotype en 1922 dans son ouvrage Public Opinion, en parlant de représentation. On peut peut-être, le mot stéréotype lui-même est un mot qui est tiré du vocabulaire de l'imprimerie, le stéréotype étant, comme on le voit sur l'image, l'empreinte solide utilisée en imprimerie pour la conserver, pour la réutiliser. Chez Lippmann, le stéréotype est nécessaire au public et à l'opinion publique. Il s'ancre dans les émotions et pour lui, il est plutôt négatif. Ça le conduit à considérer qu'un gouvernement en régime démocratique doit se détacher de cette opinion publique trop dépendante des stéréotypes pour s'appuyer sur l'expertise et la rationalité. À partir de cette première introduction du mot stéréotype, la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, la sémiologie ont affiné ces définitions du stéréotype, l'ont précisé, comme le montre Bernard Valade. Pour synthétiser et ultra simplifier, on peut... Pardon, voilà l'image de Public Opinion. On peut dire que finalement le stéréotype est un format cognitif et idéologique qui permet la simplification, l'homogénéisation, la généralisation, la catégorisation du réel. Il est efficace sur le plan individuel, donc sur le plan cognitif, puisqu'il rend acceptable et compréhensible des phénomènes complexes. Et sur le plan social, idéologique, il permet de structurer des visions du monde partagées dans l'espace public.
Donc, il réalise l'articulation entre la perception, les perceptions et les imaginaires individuels, et puis le monde social et politique. Ce format qu'il constitue est spécifique puisqu'il repose, comme on l'a dit tout à l'heure, sur un mode binaire. Il permet de repérer la différence entre nous et les autres, et ce, dans tous les domaines. Dans le domaine, alors vous l'avez dit, culturel, la culture réduite à l'ethnicité ou à la race ou à la religion, dans le domaine du genre, dans le domaine de la position sociale, dans le domaine des générations ou encore dans le domaine des territoires. Ce nous qui se construit en négatif par rapport aux autres, dont les caractéristiques sont stabilisées par le jeu des rapports de pouvoir en fonction des besoins des acteurs, est extrêmement utile, comme vous l'avez montré dans l'exposition Sexe, regard et colonie et dans des ouvrages. Le stéréotype peut être négatif, le sauvage, la femme voilée, la mauresque lascive, ou positif, l'asiatique industrieux, par exemple. Il peut être utilisé à usage interne pour construire la cohésion sociale, comme on l'a dit tout à l'heure, par opposition à l'étranger dans les pensées extrêmes, ou externe pour structurer et justifier des stratégies politiques dans les relations internationales, et notamment, par exemple, dans la politique coloniale. La binarité de la représentation du monde posée par le stéréotype fonctionne en miroir pour le contre-stéréotype. C'est ce qui rend la lutte contre les stéréotypes délicate, comme on le voit dans les débats actuels, par exemple, sur le féminisme. Le stéréotype ne produit pas que de la manipulation et de la domination, il a une utilité dans les processus d'apprentissage, comme le rappellent Brigitte Marin et Christiane Conan-Pintado. Il pose des repères fixes pour l'apprentissage de la lecture, par exemple, qui pourront ensuite être déconstruits, transgressés, détruits. Mais en tout cas, sans ces repères, on ne peut pas apprendre. Les stéréotypes permettent l'entrée dans la sphère des représentations communes et partagées, dont la maîtrise seule peut ouvrir des espaces de liberté de discussion. Il fixe le cadre, pour le genre littéraire par exemple, le terrain connu, le schème d'interprétation du lecteur en construction. Donc le stéréotype peut être considéré comme un format cognitif et idéologique. Deuxième élément, les variations. Le stéréotype fonctionne comme un format figé, il est pourtant susceptible d'une certaine plasticité et d'être instrumentalisé dans des contextes géo-socio-politiques variés et en évolution. Et à cette occasion, il est susceptible d'être tordu, modifié peu à peu en fonction des usages qui en sont faits et dans le cadre de techniques techniques de communication diverses. D'abord, donc, une instrumentalisation stratégique des stéréotypes est un phénomène bien connu. On en trouve de nombreux exemples et des exemples de basculement du stéréotype du côté positif ou négatif selon les besoins des équilibres globaux ou des stratégies politiques internes. Le Japon, là on voit une image de jour de bombe chez les Japonaises, le Japon exotique du 19e siècle, celui des orientalistes ou de Pierre Loti par exemple, qui va être mise à distance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que j'avais trouvé non, c'est pas les mêmes images. Donc, il va être essentialisé du côté négatif pendant la Deuxième Guerre mondiale et à nouveau retrouver une image positive dans les années 70, à la fois dans les discours managériaux ou chez les représentants de l'extrême droite. Donc, les stéréotypes peuvent être efficaces comme des outils diplomatiques, renforcés par les États eux-mêmes ou par certains groupes sociaux qui s'en emparent. Les variations sont aussi liées au mode de circulation de l'information du système médiatique contemporain qu'on peut qualifier d'hypersphère. C'est un monde qui est marqué par les réseaux sociaux, par le traitement des données qui produisent des effets sur la circulation des stéréotypes qu'on n'a pas encore tout à fait fini de repérer, de décrire. Que deviennent les stéréotypes dans une société dans laquelle les communications passent essentiellement par des techniques numériques, dont on pourrait imaginer qu'elles produisent une connaissance dominée par une vision techniciste, universaliste et neutralisée. Deux phénomènes observables, l'ouverture d'un côté, les réseaux sociaux numériques, même dominés par quelques grandes entreprises ou gouvernements, ont produit une accélération et une massification inégalée jusque-là de la quantité d'informations en circulation. Dans ce contexte, il devient difficile de repérer des stéréotypes dominants, les joutes se multiplient, il suffit de suivre n'importe quel fil de commentaires de Twitter pour constater qu'à chaque fois qu'un stéréotype est brandi, il est aussitôt dénoncé.
Les réseaux sociaux numériques amplifient les stéréotypes, leur donnent un potentiel d'efficacité énorme, mais dans des cartographies qui sont en perpétuel mouvement et qui leur font perdre une partie de leur efficacité. Il y a aussi quand même des mouvements de fermeture. Les réseaux sociaux numériques ont un effet d'amplification des stéréotypes. On le voit dans les théories du complot en circulation, dans lesquelles les stéréotypes sont particulièrement présents. Un exemple qui était évoqué dans Hermès, c'est celui de George Soros. Alors là, j'ai pris une couverture de valeurs actuelles, donc d'un média traditionnel, mais sur les réseaux sociaux numériques, c'est amplifié. L'antisémitisme reste très actif dans les représentations de George Soros, par exemple. D'autre part, les technologies numériques, notamment celles qui sont liées au traitement des données dans l'intelligence artificielle, ont tendance à reproduire et amplifier les effets des stéréotypes parce que les algorithmes eux-mêmes sont construits par des hommes qui restent enfermés dans des représentations stéréotypées. C'est même ce qui fait l'efficacité du modèle publicitaire du web et parfois aussi l'inefficacité de certaines technologies, par exemple de reconnaissance faciale, qui sont construites sur des modèles socialement situés. Finalement, dans un troisième temps, on va proposer de repenser les stéréotypes à partir des dynamiques. Les stéréotypes, on le voit, continuent d'irriguer les discours, les pratiques, les imaginaires, les savoirs, que le numérique est loin d'avoir satellisé. Ils risquent même d'être amplifiés. Mais on voit surgir des effets complexes qui viennent contrecarrer autant le présupposé d'une accélération des stéréotypes et de leurs effets réducteurs que celui de leur disparition. Donc l'image de l'apocalypse cognitive est aussi fausse à mon avis que celle d'une technicisation extrême qui supprimerait les stéréotypes. Ces effets sont liés aux modalités de la communication dans l'espace public, aux capacités des groupes sociaux de mobiliser les stéréotypes pour les instrumentaliser et aux capacités des individus de développer des stratégies cognitives adaptées. D'abord, la mise en débat public, c'est John Dewey qui le rappelait dans un débat avec Walter Lippmann dont on a parlé tout à l'heure. L'espace public en démocratie est un espace d'enquête pour les citoyens, un espace de débat. Mettre les stéréotypes en discussion dans l'espace public est donc fondamental. C'est ce qui se produit dans l'espace médiatique. J'ai choisi pour cela l'illustration de Pauline Ekambi que nous avions interviewée pour la revue Hermès. C'était d'ailleurs extrêmement intéressant, qui nous parlait des stéréotypes autour de la place de la femme dans le sport. Qui nous disait à quel point les stéréotypes genrés, excusant les inégalités de salaire et de poste, sont de moins en moins acceptables et acceptés, de plus en plus discutés, ce qui contraint finalement les entreprises qui financent le sport à revoir leur modèle. Et là, on voit quelques images à des temps différents. Pauline Ekambi, on voit dans l'équipe basketteuse de charme, et cette image-là, elle la gênait vraiment, et elle disait que dans l'équipe, par exemple, on décrit les hommes à partir de leur force, à partir de leur talent, etc. et les femmes à partir de leur charme. Évidemment, cette image-là la gênait beaucoup. On voit l'évolution, ensuite on la représente plutôt sur le terrain de sport, et puis enfin on l'a retrouvée récemment, puisqu'elle nous en avait parlé à l'époque, et elle en reparle à nouveau dans la presse. Elle a fait l'objet de violences de la part de son père et d'inceste, et elle en a parlé. Pour elle, la question des stéréotypes, finalement, est presque dépassée, et elle estime que le sport, le simple fait de faire du sport, permet de le dépasser. Les musées, les structures culturelles jouent aussi évidemment un rôle de mise en débat et de médiation du questionnement autour des stéréotypes, comme en témoigne cette journée et tout ce que vous faites. De la même façon, l'art interroge les stéréotypes en les tordant, en les subvertissant, en produisant des formes qui ont tendance elles-mêmes à se figer, comme l'a montré Joël Zask dans Hermès. Deuxième temps, le désamorçage. Le numérique contribue à vider de leurs effets certains stéréotypes en séparant la forme du fond, la forme du sens. C'est le cas, par exemple, dans les mèmes. Alors, j'ai un exemple de mème qui a été proposé par Marinette Jeanneraud dans Hermès, qui montre comment les internautes contribuent volontairement à perpétuer des stéréotypes en se jouant avec désinvolture de leur ambivalence. Donc, ils vident de leur sens les stéréotypes. De la même façon, dans le rap américain, par exemple, le rap féministe américain, on voit les stéréotypes les plus éculés qui sont repris, transformés et par là même désamorcés, qui deviennent même des outils de prise de pouvoir par ceux-là, et en l'occurrence celles-là même, qui stigmatisent.
Un autre exemple, c'est celui du rappeur Lil Nas, qui renverse doublement les stéréotypes du cow-boy et du rappeur en faisant un tube et en se faisant filmer sur un cheval, une image qui est rare aux États-Unis. Les groupes sociaux peuvent également mobiliser les stéréotypes au service de stratégies de lutte et parfois de lutte pour la survie. Agathe Ménétrier nous montrait comment les demandeurs d'asile analysent, contournent les stéréotypes, les instrumentalisent autour de l'homo ou de la transphobie pour les instrumentaliser dans des stratégies de demande d'asile en s'appuyant sur les réseaux sociaux numériques. Dans les relations internationales, l'exotisme peut également servir de cadre vide. Et là encore, on peut reprendre l'exemple japonais. Les gouvernements japonais ont largement contribué à construire une image stéréotypée de la société japonaise en se réappropriant le miroir pour la faire basculer du côté positif, en occupant une forme, en la vidant de son sens, pour aller vers ce que, aujourd'hui, ce qui est valorisé autour du Japon, c'est les mangas, ce qu'on appelle le soft power. Pour terminer, les stéréotypes nous conduisent à examiner la question des stratégies cognitives d'acceptation de l'incommunication. L'éducation a un rôle important, fondamental à jouer dans la prise de conscience et la compréhension des stéréotypes. On parle beaucoup et partout aujourd'hui d'esprit critique à l'école, dont une bonne part consiste à faire la chasse aux images stéréotypées. Mais, vous l'avez dit, et je partage, les stéréotypes ont une utilité cognitive. Ils ont une utilité dans la communication, comme le rappelle Dominique Volton. Ils sont nécessaires en diplomatie, en politique. Ils sont mis en avant, subvertis, combattus, mais en tout cas, ils proposent un format nécessaire à la relation à l'autre. Donc, il est plus que jamais indispensable de penser et de repenser le stéréotype en prenant en considération le carré qui caractérise la revue Hermès, entre communication, culture, cognition et politique.